Abonnez-vous dès maintenant. Si vous aimez les histoires de Farnham et de justice millionnaire, cette vidéo est pour vous. Et avant que le premier paragraphe ne vous coupe le souffle, aimez cette vidéo et commentez votre prédiction. Le grattement de la plume a résonné comme un cri dans la salle à manger, silencieuse et opulente. Les Montenegro observaient avec une joie sadique leur coupe de cristal levée dans un toast silencieux. Ils croyaient avoir enfin gagné. Ils croyaient se débarrasser d'une serveuse chercheuse de fortune qui ne cadrait pas avec leur monde prestigieux. Pendant qu'Helena signait les papiers du divorce la veille de Noël, les larmes tombaient sur le document impeccable et son mari, Marcos, ne pouvait même pas la regarder dans les yeux. Mais, à mesure que l'encre séchait, il n'avait aucune idée de l'erreur qu'il venait de commettre. Il ne savait pas que la pauvre fille qu'il jetait dans la neige était, en réalité, l'unique héritière de l'Empire Aznar. Et le temps qu'ils s'en rendent compte, cela leur coûterait absolument tout. Le lustre au-dessus de la table de la salle à manger dans la propriété Montenegro coûtait plus cher que la maison où Helena avait grandi, ou du moins la maison où elle avait dit à Marcos avoir grandi. Ces cristaux projetaient des arcs en ciel fracturés sur la nappe blanche immaculée, mais il n'y avait aucune chaleur dans la lumière. Helena ajusta l'ourlet de sa robe bleu marine. Elle était modeste, élégante et achetée dans un grand magasin. À côté des robes de créateurs brillantes que portaient sa belle-mère Béatrice et sa belle-sœur Carla, elle ressemblait à un chiffon. « Passe-moi le sel, ma chère, » dit Béatrice, sa voix ruisselant de ce mélange distinct de courtoisie et de venin qu'elle avait perfectionné pendant 60 ans. « Si tu peux l'atteindre, je sais que tu es habitué à des tables plus petites, des tables de cafétéria bondées, n'est-ce pas? » En sirotant son merlot vieilli, « Maman, ne sois pas impolie. » Helena était serveuse, pas cliente. Elle a l'habitude d'être debout à côté des tables. Helena sentit la brûlure familière de l'humiliation monter à ses joues. Elle regarda Marcos, assis en bout de table, son mari depuis 2 ans, l'homme qui l'avait fait tomber amoureuse dans une cafétéria à Séville, lui promettant que l'argent de sa famille ne le définissait pas. Marcos regardait son assiette, coupant son chapon rôti avec une précision chirurgicale. Il ne leva pas les yeux. Il ne la défendit pas. « Je suis heureuse d'être ici, » dit doucement Helena, sa voix tremblant légèrement. « C'est Noël. Je voulais seulement que nous ayons un dîner agréable. » Un dîner agréable exige une compagnie agréable, murmura Béatrice, assez fort pour que tout le monde l'entende. Elle tourna son regard vers son fils. « Marcos, chéri, tu lui as déjà dit? Ou allons-nous feindre d'apprécier cette farce jusqu'au dessert? » Le cœur d'Helena fit un bond. Elle lâcha sa fourchette. Elle heurta bruyamment la porcelaine, provoquant un sursaut chez Marcos. « Me dire quoi? » demanda Helena, regardant entre eux. L'atmosphère dans la salle changea. Elle passa d'une froideur passivo-agressive à un silence aigu et prédateur. Marcos leva enfin les yeux. Ses yeux, généralement d'une couleur miel chaude, semblaient éteints et épuisés. Il ressemblait à un homme qui avait été intimidé jusqu'à la soumission. Mais il y avait une dureté là aussi, une résolution qui l'effraya. « Helena, » commença Marcos, s'éclaircissant la gorge. « Tu sais que les choses n'ont pas fonctionné? » « Nous avons eu quelques discussions, » supplia Helena, tendant la main vers la sienne à travers la table. Il retira sa main avant qu'elle ne puisse le toucher. « Tous les couples se disputent, Marcos. C'est juste le stress des fêtes. »« Ce n'est pas le stress, Helena, » intervint Carla, frappant sa coupe contre la table. « C'est toi. Tu ne cadres pas. Tu ne l'as jamais faite.
Regarde-toi, tu portes du polyester à un dîner de Noël, Monténégro. Tu ne sais pas quelle fourchette utiliser. Tu l'embarrasses. D'accord, là, arrête, dit Marcos. Mais il n'y avait pas de feu dans son reproche. Il passa la main sous sa chaise et sortit une grande enveloppe manille. Elle n'était pas emballée dans du papier rouge ou un ruban doré. Elle était austère, légale et terrifiante. « Ma mère et moi avons parlé, » dit Marcos, d'une voix dépourvue d'émotion, récitant un scénario qu'on lui avait clairement dicté. Sur l'avenir du groupe Monténégro, sur mon image. Nous allons fusionner avec la firme Benavent le mois prochain. J'ai besoin d'une partenaire qui comprenne ce monde, qui apporte quelque chose à la table en plus des... Il fit un geste vague vers elle. Facture. Helena eut l'impression que l'air avait été aspiré de la salle. Factures? Marcos, je paye mes propres affaires. Je travaille à la bibliothèque. De la petite monnaie, se moqua Béatrice. Tu es une responsabilité, Helena. Une encre sociale qui traîne mon fils au fond de l'océan. Marcos fit glisser l'enveloppe sur la table en acajou. Elle s'arrêta juste devant son assiette, appuyée contre la saucière en cristal. « Je veux le divorce, Helena, » dit Marcos. C'était fini. Le silence qui suivit fut pesant, rompu seulement par le crépitement du feu dans l'immense cheminée derrière eux. Helena regarda fixement l'enveloppe. « La veille de Noël, » murmura-t-elle. « Tu fais ça la veille de Noël. » Le meilleur moment pour un nouveau départ, dit Béatrice, coupant un morceau de viande. Considère cela comme un cadeau. Nous sommes généreux. Il y a un chèque de 10 000 € là-dedans. Assez pour que tu retournes dans le quartier d'où tu es sorti. Helena regarda Marcos, cherchant l'homme qui l'avait autrefois embrassé sous la pluie, qui avait juré qu'il aimait sa simplicité. « Marcos, » dit-elle, sa voix se brisant. « C'est vraiment ce que tu veux? Pour 10 000 €, tu jettes 2 ans de mariage? » Marcos regarda sa mère, puis sa sœur. Elle le surveillait comme des faucons. Il ajusta sa cravate. « Prends l'argent, Helena. Signe les papiers. Ne fais pas de scandale. C'est le mieux que tu vas obtenir. » Les mains d'Helena tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine ouvrir la fermeture de l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient 3 copies d'un accord de divorce. C'était standard, froid et brutal. Différence irréconciliable. Renonciation à la pension alimentaire. Paiement d'une somme globale. 10 000 €. Elle sentit une vibration dans la poche de sa robe. C'était son téléphone. Elle savait qui c'était. C'était la seule personne qui l'appelait à cette heure, la veille de Noël. Papa. Elle l'ignora. Elle ne pouvait pas permettre qu'il l'entende. Pas maintenant. Eh bien, lança Béatrice. L'encre ne va pas sécher toute seule. Nous avons des invités qui arrivent pour le cocktail à 8 heures. Je veux que tu sois parti d'ici là. Helena regarda autour de la pièce. Ce manoir, avec ses 12 chambres et 6 salles de bain, n'avait jamais été un foyer. Cela avait été un musée où elle était, l'exposition indésirable. Elle pensa au secret qu'elle avait gardé pendant 2 ans. Quand elle a rencontré Marcos, elle voulait être aimée pour elle-même, pas pour le nom Aznar. Elle voulait savoir qu'un homme choisirait Helena, la fille qui aimait les vieux livres et les jours de pluie. Pas Helena Aznar, la fille d'Arturo Aznar, l'homme qui possédait la moitié des biens immobiliers à Madrid et Barcelone. Elle avait mis Marcos à l'épreuve. Elle avait joué le rôle de la pauvre orpheline. Et pendant un temps, il avait réussi le test. Mais le venin de l'élitisme Monténégro s'était finalement infiltré dans ses veines. Il avait échoué au test. Une étrange calme l'envahit. Les larmes continuaient de couler, chaudes et cuisantes.
mais son cœur s'endurcissait, devenant quelque chose de semblable au diamant que Marcos avait refusé de lui acheter. « Vous croyez que j'en apprends votre argent ?» dit Elena à voix basse. « Nous savons que tu l'es, » rit Carla. « Pourquoi d'autres resterais-tu là où on ne veut pas de toi? » « Et toi ?» Elena regarda Marcos. « Tu crois que je suis une encre? Tu crois que je n'ai rien à offrir? » « Soyons réalistes, Elena, » soupira Marcos, sortant un stylo plume de la poche de sa veste. Un Mont Blanc, pour lequel elle avait économisé pendant 6 mois pour lui acheter l'année dernière pour son anniversaire. Il le fit glisser vers elle. « Tu es une gentille fille, mais tu n'en es pas une. Tu n'es pas l'une des nôtres. »« Non, » dit Elena, ramassant le stylo. Le poids lui sembla familier. « Je ne suis certainement pas l'une des vôtres. » Elle passa à la dernière page. Signature du demandeur. Marcos Montenegro. Signature de la défenderesse. Elle n'hésita pas. Elle ne lut pas les clauses. Elle ne discuta pas pour plus d'argent. Elle signa simplement son nom. Elena Montenegro. Puis elle fit quelque chose d'inattendu. Elle mit la main dans son sac et sortit une petite boîte en velours. Elle la plaça sur la table à côté des papiers signés. « Je t'ai acheté un cadeau de Noël, Marcos, » dit sa voix ferme maintenant. « J'allais te le donner plus tard ce soir, mais puisque je pars, ça... » Carla leva les yeux au ciel. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Un dessous de verre en tricot? Un carnet de coupons pour des massages du dos? » Marcos regarda fixement la boîte en velours. Il ne la toucha pas. Elena se leva. La chaise grimaça bruyamment contre le sol. Elle regarda Béatrice, puis Carla. Et enfin, elle posa son regard sur Marcos. « Tu peux garder les 10 000 €, dit-elle. « Je n'en ai pas besoin. »« Ne fais pas la martyre, » cracha Béatrice. « Tu n'as rien. »« J'ai ma dignité, » dit Elena, « et à partir de cet instant, j'ai ma liberté. » Elle se tourna et marcha vers les énormes portes en chêne de la salle à manger. « Attends » cria Marcos, un éclair de culpabilité traversant son visage. « Où vas-tu aller? Il neige, il fait moins 10 degrés. »« Ne t'inquiète pas pour moi, Marcos, » dit Elena sans regarder en arrière. « Je rentre à la maison. » À la maison? Carla rit bruyamment. Vers quoi? Une boîte en carton? Elena ouvrit la lourde porte principale. Une rafale de vent glacé souffla dans le couloir, faisant tourbillonner la neige sur le vestibule de marbre. Elle sortit dans la nuit noire et froide, alors que la lourde porte se fermait derrière elle, étouffant le son du rire des Montenegro. Elena mit la main dans sa poche et sortit son téléphone. Elle appuya sur le bouton d'appel. « Papa ?» dit sa voix se brisant alors que l'air froid frappait ses poumons. Une voix profonde et autoritaire répondit instantanément à l'autre bout. Une voix qui faisait trembler les PDG et qui faisait bouger les marchés boursiers. « Elena, pourquoi chuchotes-tu? Est-ce que ça va? » « J'attendais que tu m'appelles. Le jet est ravitaillé sur la piste d'atterrissage privée. Mais tu as dit que tu restais avec lui. » Elena regarda en arrière vers le manoir Montenegro, brillant de lumière dorée, se dressant comme une bête dans la nuit. « Non, papa, » dit-elle, essuyant les larmes de ses joues. « Je ne reste pas, j'ai fini. Viens me chercher. »« Il t'a fait du mal? » La voix au téléphone baissa d'une octave, devenant dangereuse. Arturo Aznar n'était protecteur que d'une chose dans ce monde. Sa fille. « Il m'a brisé le cœur, » chuchota Elena. « Mais ce n'est pas la pire partie. »« Laquelle est-ce que? » »« Il pense que je ne suis personne. » Il y eut une pause sur la ligne. Puis Arturo Aznar laissa échapper un rire bas et sombre. «
Eh bien alors, ma chérie, il semble que nous ayons quelques affaires à régler. Je serai là dans 10 minutes. Et Helena? Oui? Essuie tes yeux. Les Aznar ne pleurent pas pour le lait renversé. Nous achetons la laiterie et nous la fermons. Alors que Helena se tenait dans la neige au bout de la longue allée, des phares coupèrent l'obscurité. Mais ce n'était pas un taxi. Ce n'était pas un Uber. C'était un convoi de 3 Cadillac Escalade noirs, suivi par une élégante Rolls-Royce Phantom argentée. La voiture de tête portait l'écusson d'Aznar Global. À l'intérieur de la maison, Marcos finit par tendre la main et ouvrir la boîte en velours que Helena avait laissée derrière elle. Béatrice se pencha. « Alors, quelle ordure t'a-t-elle laissée? » Marcos regarda fixement à l'intérieur de la boîte. Tout le sang se vida de son visage. Ce n'était pas une montre. Ce n'était pas une bague. À l'intérieur de la boîte se trouvait un test de grossesse positif. Et en dessous, une petite note écrite de l'écriture élégante d'Helena. « Tu as dit que je n'apportais rien à la table. Je t'apportais un enfant. Joyeux Noël, Marcos. » Marcos lâcha la boîte. Le test en plastique résonna contre sa fine vaisselle. « Qu'est-ce que c'est? » exigea Béatrice. « Elle est enceinte, » murmura Marcos, l'horreur l'envahissant. « Je viens de divorcer de ma femme enceinte, au milieu d'une tempête de neige. » Dehors, la porte de la Rolls-Royce s'ouvrit, et un homme en smoking sortit dans la neige, tenant un immense parapluie. Il fit une profonde révérence à Helena. « Mademoiselle Aznar, » dit le chauffeur, « votre père vous attend. » Le jeu venait de commencer. Question pour l'audience. Si vous étiez Marcos à ce moment-là, ressentiriez-vous plus de peur pour la vengeance ou plus de regret d'avoir perdu l'héritier Aznar? Dites-le-moi dans les commentaires. Il a vu. Le vent hurlait, fouettant les cheveux d'Helena sur son visage, piquant ses joues marquées par les larmes. Mais au moment où la porte de la Rolls-Royce Phantom argentée s'ouvrit, le froid s'évanouit. Une chaleur irradiait du véhicule, avec une odeur de cuir cher et d'acajou vieilli. Arturo Aznar sortit. À 65 ans, c'était une figure imposante. Il portait un manteau en cachemire qui coûtait plus cher que l'adhésion annuelle au club de Campo de Montenegro. Ses cheveux étaient argentés, ses yeux d'un bleu acier perçant. Les mêmes yeux qu'Helena. Il ne ressemblait pas à un père aimant à ce moment-là. Il ressemblait à un seigneur de la guerre inspectant un champ de bataille. Il ne se souciait pas de la neige trempant ses mocassins italiens. Il s'approcha d'Helena et l'enveloppa dans une étreinte écrasante. « Je te tiens !» rugit-il contre ses cheveux. « Je te tiens, Ellie !» Helena s'effondra contre lui, la force quittant enfin ses jambes. « J'ai essayé, papa. J'ai vraiment essayé. »« Je sais, » dit Arturo, sa voix se crispant. « Tu as un cœur trop grand pour ce monde, et certainement trop grand pour ces insectes. » Il regarda vers le manoir Montenegro. À travers les rideaux transparents de la fenêtre de la salle à manger, il pouvait voir des silhouettes bouger. « Ils t'ont fait du mal? »« Ils m'ont humilié, » sanglota Helena. « Ils m'ont fait signer des papiers. Ils m'ont donné 10 000 € pour que je parte. » Arturo se moqua, un son comme un coup de feu. « 10 000? Je donne plus de pourboire à mon caddie. » Le chauffeur, un homme corpulent nommé Silas, qui avait été le chef de la sécurité d'Arturo pendant 20 ans, tint le parapluie au-dessus d'eux. « Monsieur, nous devrions la faire monter. Il fait très froid. » Arturo acquiesça et guida Helena à l'arrière de la Rolls-Royce. L'intérieur était un sanctuaire. Les sièges étaient chauffants,
Un jazz doux jouait par les haut-parleurs cachés, et une carafe en cristal avec de l'eau reposait sur une console. Alors que Silas mettait la voiture en marche, la porte principale de la maison Montenegro s'ouvrit d'un coup. Marcos sortit en chancelant sur le porche, à bout de souffle. Il tenait la boîte en velours dans une main et le test de grossesse dans l'autre. Il plissa les yeux dans l'obscurité, ajustant sa vue à l'éclat des feux arrière. Il vit le convoi, 3 escalades noires flanquant une Rolls-Royce fantôme argentée. Marcos se figea. Il cligna des yeux, pensant que le vin lui jouait un mauvais tour. Pourquoi un convoi de véhicules de sécurité de niveau diplomatique viendrait-il chercher son ex-femme serveuse? « Elena !» cria-t-il, mais le vent lui arracha le nom des lèvres. À l'intérieur de la Rolls, Elena le vit à travers la vitre arrière teintée. Il avait l'air petit, pathétique. « Tu veux que je m'arrête ?» demanda Arturo, sa main flottant au-dessus du bouton de l'interphone. « Je peux faire en sorte que Silas retourne là-bas et lui explique la situation. Physiquement, si tu préfères. » Elena observa Marcos trembler sur le porche. Une partie d'elle, la partie qu'il avait aimée, voulait baisser la vitre et lui hurler dessus. Mais la partie d'elle qui était une Aznar, la partie qui avait été inactive pendant 2 ans, s'éveilla. « Non, papa, » dit Elena, tournant la tête. « Roule. » Le convoi glissa le long de la longue allée, laissant Marcos Montenegro seul dans la neige, serrant un bâton de plastique qui prouvait qu'il allait être père, regardant un fantôme disparaître dans la nuit. À l'intérieur de la voiture, l'atmosphère était lourde. Arturo servit un verre d'eau à Elena. « Il y a autre chose, » dit Elena, sa main reposant instinctivement sur son estomac. « Tu dois le savoir. » Arturo regarda sa main. Ses yeux s'agrandirent. Le multimilliardaire qui avait négocié des traités et des acquisitions hostiles parut soudainement terrifié. « Ellie, tu vas être grand-père, » chuchota-t-elle. Arturo Aznar se redressa, l'air sortant de ses poumons dans un souffle. Un sourire lent et sincère se fraya un chemin à travers son expression de pierre. Des larmes s'accumulèrent dans ses yeux, une vision que le monde des affaires n'avait jamais vue. « Un bébé ?» murmura-t-il. « Un héritier Aznar. » Puis son expression s'obscurcit, changeant instantanément de grand-père à protecteur. « Est-ce qu'il le sait? » « Je lui ai laissé le test, » dit Elena. « C'était mon cadeau d'adieu. » Arturo acquiesça lentement. « Bien, qu'il souffre de cette connaissance, mais il ne verra jamais cet enfant. Il a renoncé à ses droits quand il a signé ses papiers. Il t'a jeté. Il a abandonné sa famille. » Arturo sortit son téléphone. C'était un appareil élégant et crypté. Il composa un numéro. « Edwards, c'est Arturo. Réveille l'équipe légale. »« Oui, tout le monde. Je veux les meilleurs avocats de divorce de Madrid et de Barcelone en conférence téléphonique dans 1 heure. Ma fille rentre à la maison. Et Edwards commence un dossier sur le groupe Montenegro. Je veux connaître leurs actifs, leurs dettes, leurs actionnaires et leurs groupes sanguins. Je veux savoir ce qu'ils mangent au petit déjeuner. » Petit déjeuner. Il raccrocha et regarda Elena. « Repose-toi maintenant, chérie. Demain matin, le monde sera différent. Tu es entrée dans cette maison comme une serveuse. Tu en sors comme la reine sur l'échiquier. » Aimez la vidéo et partagez pour la partie 2. Marc Montenegro se réveilla avec un mal de tête palpitant. Pendant un instant, il pensa que c'était seulement la gueule de bois du merlot vieilli. Puis il se retourna et vit le côté vide du lit. Les draps étaient froids. Le souvenir s'écrasa sur lui. Le dîner. Les papiers. La boîte. Le bébé.
Il s'assit, la panique lui serrant la poitrine. Il chercha à tâtons son téléphone sur la table de chevet. Il avait essayé d'appeler Elena 10 fois hier soir, directement sur la boîte vocale. Il réessaya. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Marcos resta à fixer l'écran, déconnecté. En moins de 12 heures, elle s'était évanouie. Il mit une robe de chambre et descendit les escaliers. La maison était tranquille, à l'exception du cliquetis de la porcelaine dans le coin du petit déjeuner. Béatrice et Carla étaient déjà là, fraîches et insouciantes. Béatrice lisait le journal Expansion. Carla défilait sur Instagram. « Assieds-toi, Marcos », dit Béatrice sans lever les yeux. « Mange quelque chose. Tu as une mine terrible. » Son téléphone est déconnecté, dit Marcos, faisant les 100 pas dans la salle. « Maman, elle est enceinte. Nous avons jeté une femme enceinte dans une tempête de neige. » « Elle prétend être enceinte, » corrigea Béatrice, sirotant son thé. « Pour ce que nous en savons, c'est un tour, une tentative désespérée de rentrer dans l'héritage. J'ai vu le test, maman. Il était positif. » « Les tests peuvent être falsifiés, » intervint Carla en mordant dans un croissant. « Tu peux acheter des tests positifs en ligne pour 20 €. C'est un mouvement classique de chercheuse de fortune. » Marcos passa une main dans ses cheveux. « Mais, et si c'est réel? C'est mon enfant. » Béatrice posa enfin le journal. Elle regarda son fils avec un mélange de pitié et d'agacement. « Marcos, écoute-moi. Même s'il y a un enfant, veux-tu vraiment que Elena l'élève? Elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'éducation. Elle n'a pas de contact. Si l'enfant existe, nous demanderons la garde totale. Nous avons le nom Montenegro. Nous avons les meilleurs avocats. Elle a 10 000 € et une histoire de peine. Aucun juge ne lui donnera le bébé. » Marcos s'arrêta de marcher. « Lui retirer le bébé? »« Bien sûr, » dit Béatrice avec douceur. « Nous élèverons l'enfant correctement. Internat, leçon de protocole, Ivy League. Nous sauverons l'enfant d'une vie de médiocrité. Mais d'abord, nous devons nous concentrer. Aujourd'hui, c'est la réunion préliminaire pour la fusion Benavente. » « La fusion, » murmura Marcos. « C'est vrai. »« Cet accord triplera notre patrimoine net, Marcos, » dit Béatrice, ses yeux brillants. « Le groupe Benavente agit au nom d'un investisseur silencieux, Titan Holdings. Ils cherchent à acquérir une firme de taille moyenne, avec des valeurs familiales et un héritage. C'est nous. Si nous concluons cet accord, nous entrerons dans le groupe des milliardaires. Ne permets pas qu'une serveuse larmoyante nous gâche cela. » Marcos respira profondément. Sa mère avait raison. L'argent arrangeait tout. Si Elena avait vraiment le bébé, il pourrait simplement acheter sa sortie de la culpabilité. Il pourrait la payer, garder l'enfant et aller de l'avant. « D'accord, » dit Marcos, redressant sa posture. « D'accord, allons nous préparer. À quelle heure est la réunion? » 10h46 au siège de Benavente à Madrid. Pendant ce temps, à 40 000 de là, dans la suite du penthouse de la Tour Aznar, avec vue sur le parc du Retiro, Elena se réveilla dans un lit de coton égyptien. Elle n'était pas dans la chambre d'amis. Elle était dans son ancienne suite, celle que son père avait gardée intacte pendant 2 ans. Les murs étaient peints d'une douce couleur lavande. Ses vieux trophées d'équitation s'alignaient sur les étagères. Elle s'assit. Il n'y avait pas de crainte dans son estomac aujourd'hui, seulement une froide et dure clarté. La porte s'ouvrit et une équipe de 3 femmes entra. Ce n'étaient pas des servantes, c'étaient des stylistes. « Bonjour, mademoiselle Aznar », dit la styliste principale, une femme française et incisive nommée Céline. «
Votre père a demandé que nous vous préparions pour une réunion d'affaires. Il a dit, et je cite, « Habillez-la pour tuer ». Helena se glissa hors du lit. Elle marcha vers la fenêtre du sol au plafond. En dessous d'elle, la ville de Madrid semblait un circuit, bourdonnant d'énergie. « A-t-il dit pour quelle réunion ?» demanda Helena. « Il a dit que vous assisterez à la préliminaire d'acquisition », dit Céline, poussant un portant de vêtements. « Il a dit que vous êtes la nouvelle PDG par intérim de Titan Holdings. » Helena se figea. Titan Holdings. Elle connaissait les entreprises écrans de son père. Titan était l'entité qui achetait le groupe Montenegro. Un lent sourire s'étendit sur son visage. Ce n'était pas un sourire agréable. « Je vois, » dit Helena. Elle se tourna vers le portant de vêtements. Fini les robes en polyester du grand magasin. Fini les chaussures raisonnables. Suspendus là se trouvaient des tailleurs de pouvoir de Chanel, Armani et McQueen. « Non, » dit Helena, écartant un tailleur bleu marine. « Pas de bleu. Marcos aime le bleu. Il pense que cela me fait paraître douce. » Elle atteignit le fond et sortit un tailleur d'un cramoisi profond, rouge sang. Il était tranchant, bien coupé et agressif. « Celui-ci, » dit-elle. « Excellent choix, » dit Céline. « Et pour les bijoux? » Helena marcha vers sa coiffeuse. Elle ouvrit un coffre-fort caché derrière le miroir. À l'intérieur se trouvèrent les diamants Aznar, des reliques qui étaient dans la famille depuis des générations. Elle passa outre les perles modestes. Elle chercha un collier que sa mère lui avait laissé. Une chaîne de platine qui soutenait un unique et massif diamant noir, entouré de rubis. Cela ressemblait à une goutte de sang sombre. « Celui-ci » dit Helena. 1 heure plus tard, Helena se regarda dans le miroir. La fille qui avait pleuré pour un chapon rôti était partie. À sa place se trouvait Helena Aznar. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sévère et élégant. Son maquillage était impeccable, accentuant ses pommettes saillantes et ses yeux de glace. Le tailleur rouge criait le pouvoir. Le diamant criait la richesse. Elle sortit dans le salon où Arturo l'attendait. Il buvait un expresso et lisait un dossier. Il leva les yeux et la fierté gonfla sa poitrine. « Tu ressembles à ta mère, » dit-il doucement. « Que Dieu l'ait en sa sainte garde. Elle aurait apprécié ceci. »« Les papiers sont-ils prêts ?» demanda Helena, enfilant ses gants de cuir noir. « Tout est prêt, » dit Arturo, se levant. « Les Montenegro pensent qu'ils rencontrent un représentant nommé M. Sanz. Ils n'ont aucune idée que Titan Holdings est une filiale d'Aznar. Ils le divorcent. Mes avocats l'ont déposé à 9 heures ce matin, dit Arturo. Mais nous l'avons déposé dans une juridiction différente. Nous l'avons déposé pour fraude et détresse émotionnelle. Nous avons gelé leurs comptes joints en attendant une enquête. Ils ne le savent pas encore, nota Helena. Ils ne s'en rendront compte que lorsque leurs cartes seront refusées au déjeuner. Arturo sourit avec suffisance. Mais d'abord, la réunion. Arturo s'approcha d'elle et plaça ses mains sur ses épaules. Helena, es-tu sûre de vouloir faire cela? Tu n'as pas besoin d'être dans la salle. Je peux les écraser pour toi. Helena ajusta ses gants. Elle pensa au mépris de Béatrice. Elle pensa au rire de Carla. Elle pensa à Marcos signant les papiers sans la regarder. « Non, papa, » dit-elle froidement. « Je veux voir leur visage. Je veux qu'ils sachent exactement qui ils ont rejeté. » « Très bien. » Arturo offrit son bras. « Allons-y en voiture de fonction. » La salle de conférence chez Benevent Corp n'était que verre et acier. Marcos, Béatrice et Carla étaient assis d'un côté de la longue table. Ils étaient nerveux. C'était la cour des grands.
Arrête de gigoter, Marcos, siffla Béatrice. Tu froisses ton costume. Où sont-ils? Marcos regarda sa montre. Il est 10h02. Jeu de pouvoir, chuchota Carla. Ils nous font attendre pour prouver qu'ils sont aux commandes. Nous sommes les Monténégro, dit Béatrice, bien que sa voix tremblât légèrement. Nous sommes des partenaires, pas des mendiants. Soudain, la lourde double porte s'ouvrit. Une équipe de 6 avocats en costume gris assorti entra, plaçant d'épais classeurs sur la table. Ils ne parlèrent pas. Ils se tinrent derrière les chaises vides du côté opposé. Puis, un homme annonça depuis l'entrée. « S'il vous plaît, levez-vous pour recevoir le président d'Aznar Global et la PDG de Titan Holdings. » Marcos fronça les sourcils. « Aznar Global, je pensais que nous traitions avec Benavente. » Béatrice pâlit. « Aznar, c'est Arturo Aznar, le milliardaire. Pourquoi est-il impliqué? » Avant qu'il ne puisse traiter le nom, Arturo Aznar entra. La salle sembla rétrécir autour de sa présence. Il ne les regarda pas. Il marcha vers le bout de la table et resta debout. « Benavente, » dit Arturo, sa voix résonnant. « Ma fille, la PDG. » Le souffle de Marcos se coupa. Il observa l'entrée. Une femme entra. Le clic de ses talons à semelles rouges résonna sur le sol de marbre. Elle portait un tailleur rouge sang qui lui allait comme une seconde peau. Elle irradiait la richesse, le pouvoir et le danger. Elle marcha vers la chaise face à Marcos. Elle plaça un portefeuille en cuir noir familier sur la table. Elle leva les yeux. La bouche de Marcos s'ouvrit. Béatrice lâcha son stylo. Carla haleta audiblement. C'était Elena, mais ce n'était pas la Elena qu'il connaissait. Ce n'était pas la serveuse. C'était une reine. « Bonjour, Marcos, » dit Elena, sa voix douce et froide comme la glace. « Je crois que nous avons quelques affaires en suspens, et je ne parle pas des plats du dîner. » Marcos se leva, renversant sa chaise. « Elena, quoi? Que fais-tu ici? Qui? » « Asseyez-vous, Monsieur Monténégro, » aboya Arturo Aznar. « Vous êtes en présence de ma fille, Elena Aznar, unique héritière de l'Empire Aznar. » Le silence qui suivit fut absolu. C'était le son de 3 mondes volant en éclats à la fois. Elena sourit. « Maintenant, parlons de cette fusion, ou devrais-je dire de cette acquisition. Voici un appel à l'action obligatoire. Commentez Reine Rouge si vous pensez qu'Elena leur donnera ce qu'ils méritent. » L'air dans la salle de conférence était si rare qu'on aurait dit que l'oxygène avait été aspiré. Marcos Monténégro regarda fixement la femme au tailleur rouge. Son cerveau ne pouvait concilier les images. Elena la serveuse, qui portait de grands pulls et faisait du chocolat chaud les nuits de pluie, et Elena Aznar, le requin assis face à lui, avec un regard capable de couper le verre. « Aznar, » murmura Béatrice, son visage perdant ses couleurs, jusqu'à ce que son fond de teint ressemble à un masque. Elle regarda Arturo, puis Elena. « C'est une blague cruelle. »« Je vous assure, Madame Monténégro, » dit Arturo, s'asseyant en bout de table et s'inclinant confortablement, « que mon carnet de chèques n'a pas le sens de l'humour. »« Mais tu as dit que ton père était mécanicien, » lança Marcos, sa voix se brisant comme celle d'un adolescent. « Tu as dit qu'il réparait des voitures en Galice. » Elena ne sia pas. Elle ouvrit le portefeuille en cuir devant elle. « J'ai dit qu'il réparait des choses. Parfois, il répare des moteurs cassés.
Parfois, il répare des entreprises cassées. Et parfois, elle fit une pause, ses yeux fixés sur ceux de Marcos. Il détruit des choses qui sont au-delà de toute réparation. Pourquoi? Demanda Marcos, agrippant le bord de la table. Pourquoi m'as-tu menti pendant 2 ans? Je n'ai pas menti, Marcos. J'ai omis, dit Elena avec calme. Je voulais savoir si tu m'aimais. Seulement Elena, pas l'argent, pas le jet, pas l'empire. Et pendant un temps, j'ai cru que oui. Elle pointa l'espace vide sur son annulaire. Mais nous avons vu comment cela s'est terminé. Maintenant, si vous avez fini de halter, j'ai une entreprise à acquérir. Béatrice, toujours la survivante, redressa sa colonne. Elle força un sourire qui ressemblait plus à une grimace. Eh bien, elle lissa sa jupe et c'est inattendu, mais en fin de compte, ce sont de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, Helena. Techniquement, tu es toujours une Monténégro jusqu'à ce que les papiers soient traités. Cela rend la fusion encore plus fluide. Nous pouvons tout garder dans la famille. Arturo laissa échapper un rire sec et strident. L'audace est impressionnante, madame. Je vous l'accorde. Nous sommes ici pour discuter affaires, intervint Helena, faisant taire son père d'un mouvement de main subtil. Vous avez l'impression que Titan Holdings veut fusionner avec le groupe Monténégro, que vous conserverez vos sièges au Conseil, que vous recevrez un paiement de 50 millions d'euros. C'était l'accord avec les représentants de Benavente, dit Carla, essayant de paraître dure mais échouant. Les représentants de Benavente étaient des remplaçants, dit Helena. Elle sortit un document de sa pochette et le fit glisser sur la table. Il pivota parfaitement, s'arrêtant juste devant Marcos. L'offre a changé. Marcos regarda le document. Ses yeux s'agrandirent. 1 euro, murmura-t-il. Pardon? Piailla Béatrice. Elle arracha le papier à Marcos. Prix d'acquisition. 1 euro. C'est une insulte. Nos actifs valent à eux seuls 40 millions. Vos actifs rapportés valent 40 millions, corrigea Helena. Mais parlons de vos passifs. Parlons des choses dont vous discutez à table quand vous pensez que le personnel n'écoute pas. Helena frappa la table d'un ongle manucuré. Point 1, dit-elle. L'usine au Vietnam. Vous avez contourné les régulations de sécurité pendant 3 ans pour économiser 15% sur les frais généraux. Je me souviens que tu te vantais d'avoir soudoyé l'inspecteur local, Marcos. Tu as dit « Ces gens ont de la chance d'avoir du travail, qui se soucient de la ventilation. » Marcos devint livide. « Je n'ai jamais... » « J'ai les dates enregistrées, » dit Helena avec froideur. « Et les enquêteurs de mon père l'ont confirmé ce matin. Si cela devient public, vos actions tombent à 0 du jour au lendemain, et vous allez en prison. » Béatrice tremblait maintenant. « Tu ne peux pas prouver cela. » Point 2, continua Helena l'ignorant. « Les comptes aux îles Caïmans. Carla, tu adores parler de tes achats hors taxes. Tu canalises les bénéfices de la compagnie vers une corporation écran appelée Blue Sky Ventures pour éviter les impôts espagnols. C'est de la fraude fiscale. Prison fédérale. 5 à 10 ans. Carla lâcha son téléphone. Il frappa le tapis avec un bruit sourd. Et point 3, dit Helena, sa voix baissant jusqu'à un murmure dangereux. Les prêts. Vous êtes endetté jusqu'au cou. Vous devez à la banque 20 millions qui arrivent à échéance le mois prochain. Vous comptiez sur cette fusion pour payer. Sans cet accord, le groupe Monténégro sera en faillite d'ici le 1er février. Helena se pencha en avant. Alors, voici le nouveau contrat. Titan Holdings acquiert le groupe Monténégro pour 1 euro. Nous assumons vos dettes.
Nous prenons vos actifs. Et vous trois, vous partez. Pas de siège au conseil. Pas de parachute doré. Pas de voiture de fonction. Vous partez avec ce que vous avez dans vos poches. Je ne signerai pas cela, siffla Béatrice, frappant la main sur la table. J'ai construit cette entreprise. Je ne laisserai pas une gamine rancunière me la voler. Helena se leva lentement. Elle semblait mesurer 3 mètres. Alors, ne signez pas. Sortez par cette porte. Mais au moment où vous le faites, je publie les rapports de sécurité à la presse. J'envoie les dossiers fiscaux à l'agence tributaire.